vous remercie de nous accueillir ici. Je vous remercie aussi de nous avoir prêté vos étudiants pour travailler sur ce projet pendant toute l'année 2016. Je suis ravie de vous accueillir à Courbevoie puisqu'on est ici à Courbevoie. Je pense qu'il faut peut-être juste resituer cet écoquartier dans la ville de Courbevoie, 90 000 habitants, une grande partie de la défense sur le territoire de Courbevoie, une ville qui est l'histoire, un peu l'histoire du XXe siècle en condensé, l'histoire de la banlieue industrielle jusqu'à la métropole du Grand Paris. Et le village de Lage est très emblématique de cette histoire à cet égard, puisque c'est un quartier d'activité, un quartier qui a été très industriel au début du XXe siècle et dans la première partie du XXe siècle jusqu'à une histoire assez récente, comme la ville de Courbevoie l'était, une ville industrielle avec beaucoup d'activités automobiles, aéronautiques, cosmétiques, pharmaceutiques. Le village de Lage, comme son nom l'indique, avait en son centre les usines de Lage, emblématiques de l'automobile française, et beaucoup d'autres industries. Il est conçu autour de l'industrie. Petit à petit, ces industries se sont arrêtées. Il reste quelques activités artisanales et industrielles, mais maintenant essentiellement des activités de services et de loisirs. Donc c'est un quartier aussi qui s'inscrit dans l'histoire des activités. Donc c'était le dernier quartier de la ville qui s'est développé dans le sillage de la défense. Courbevoie, dans la deuxième moitié du XXe siècle, s'est développé, a gagné des habitants, a cru dans le sillage de la défense. Donc c'est le dernier quartier qui reste à développer. La ville a fait l'option a choisi d'y développer un écoquartier. On vous parlera après du montage financier, du montage opérationnel et juridique. On a choisi, dans le même temps que tous ces montages, de rentrer dans une grande opération de concertation. Concertation, alors avec les quelques habitants, il y a une centaine d'habitants, il y a très peu de logements sur cette zone actuellement. Et surtout avec la totalité des habitants de Courbevoie qui sont forcément intéressés à l'avenir d'un espace de ce type. C'est 16 hectares. Le programme, c'est 80 000 mètres carrés de logements pour environ 1000 logements avec 30% de logements sociaux. 200 000 m² de programme de bureaux et 20 000 m² d'équipements publics avec forcément un groupe scolaire. Il n'y a absolument aucun équipement public à l'heure actuelle dans ce quartier. Un groupe scolaire, une crèche, un gymnase, des locaux culturels et un grand parc. Donc on est rentré dans un processus de concertation sur toute l'année fin 2015, toute l'année 2016, pour déterminer, voir ensemble un peu comment on inscrivait ce quartier dans la ville, comment on le reliait à l'histoire, à la complexité de la ville de Courbevoie, qui est une ville très urbaine, mais en même temps dont les élus ont choisi le parti pris de l'inscrire dans un développement très nature, donc d'où la nécessité de développer un écoquartier. On a fait une période, une étape diagnostique sur ce quartier. Qu'est-ce qui s'y passait? Il y a des activités à conserver, il y a des bâtiments historiques emblématiques d'une histoire industrielle à conserver, il y a des choses à repenser, il y a effectivement toute une transformabilité, une adaptabilité du quartier en gardant quand même l'essence, c'est-à-dire en gardant notamment ce bâtiment de Lage qui abrite actuellement un data center. Il y a 2 data centers dans ce quartier. Donc articuler notre rôle, mon rôle en tant qu'élu, je me dis, c'est d'articuler toutes les contraintes. On va avoir à la fois des contraintes sur le site lui-même qu'on a choisi de ne pas raser, de pas partir à zéro, des contraintes environnementales, des contraintes techniques, puisque maintenant effectivement,
arrive dans le panier de l'élu, la Smart City, il faut avancer au fur et à mesure qu'on construit le quartier. On ne va pas poser un quartier et se dire, voilà, on le voit même maintenant, des permis sont déposés, il faut déjà penser à leur adaptabilité par rapport à toutes ces problématiques de Smart City. C'est une grande solitude de l'élu, en fait, par rapport à tout ce qui nous arrive. Là, il faut tout comprendre. Dieu soit loué, nous sommes assistés dans la ville de personnes qui comprennent bien toutes ces exigences et qui nous aident à articuler ces contraintes. C'est vraiment notre difficulté et tout l'intérêt d'un projet comme celui-ci, c'est d'articuler toutes les contraintes et de faire en sorte, au final, c'est ça qui nous intéresse, c'est que les habitants ils vivent bien, que ce soit que le quartier se projette dans l'avenir. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire moi. C'est un quartier qui se projette aussi dans l'avenir de la ville parce que la ville accueille à quelques mètres du quartier une gare du Grand Paris qui sera opérationnelle en 2027. Oui, les travaux commencent en 2022, mais 2027, donc avec des flux de 50 000 personnes par jour sur une gare de cette... voilà, donc on a un beau projet qu'il va falloir penser en marchant. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bonjour à tous. Je vais prolonger le propos de Madame Limoges sur effectivement ce qui a constitué quelque part dans notre démarche de conception au stade des études préopérationnelles sur ce quartier, à la fois un certain nombre de freins pour intégrer les questions du numérique et de Smart City, mais aussi les leviers qu'on a pu identifier pour essayer de faire avancer ce sujet-là. Donc voilà, parfois avec quelques difficultés, mais en trouvant parfois des astuces dans le cadre du projet, des discussions avec les différents partenaires pour pouvoir faire infuser la dimension numérique. Je dirais que la particularité de ce quartier, ça a été présenté, c'est qu'on est sur un site industriel, un ancien site industriel très marqué, avec beaucoup d'activités économiques qui sont présentes. On a aujourd'hui sur le périmètre de 16 hectares plus de 200 entreprises, 200 à 250 entreprises, donc un existant extrêmement important, qui crée une première contrainte, je dirais, un premier frein à l'aménagement et du coup un coût aussi pour les opérateurs qui interviennent sur le site. Le deuxième aspect, c'est la question de la spéculation. On est sur un secteur qui est en attente d'aménagement, à proximité d'une future gare du Grand Paris, avec une pression foncière extrêmement forte à proximité de la Défense, sur la ville de Courbevoie, où la moindre parcelle fait immédiatement l'objet d'une grande convoitise. Et donc, on a là aussi souvent un risque permanent d'avoir, je dirais, une plus-value des opérations captées en grande partie par les propriétaires dans le cadre de la spéculation immobilière. Et donc, ça demande une grande attention de la ville et la mise en place d'outils pour essayer d'avoir un meilleur partage de la valeur ajoutée et dans le cadre du montage de projet que je préciserai, essayer de trouver des dispositifs de fiscalité pour pouvoir avoir la capacité derrière de mettre en place de l'innovation dans l'aménagement du quartier, en particulier pour ce qui relève directement de la ville sur les espaces publics. La troisième difficulté sur un site comme celui-ci, c'est aussi la question de la pollution. Un siècle d'activité industrielle, c'est évidemment des terrains qui ont engrangé des hydrocarbures, du plomb, du mercure. Donc on a des terrains qui sont parfois extrêmement chargés, ce qui vient aussi alourdir les bilans d'opération et freiner, diminuer, je dirais, la bonne volonté des promoteurs avec lesquels on peut travailler, dans la mesure où voilà, une opération, elle peut sortir de terre uniquement si on a un bilan économique qui fonctionne. Et donc, l'ouverture à l'innovation, elle dépend aussi de cette capacité économique à faire. Donc, je passerai sur la question de l'instabilité institutionnelle, qui est, je dirais, un paramètre aujourd'hui qui vient aussi ajouter de la complexité.
Donc on a aujourd'hui un certain nombre de paramètres qui font qu'il n'est pas forcément naturel, compte tenu du nombre de contraintes à gérer, de venir intégrer toutes les nouveautés ou les innovations liées à la Smart City. Le système opérationnel sur lequel la ville s'est appuyée, c'est le système du projet urbain partenarial, donc qui est un outil de fiscalité de l'urbanisme, qui a été, dans sa dernière version, créé en 2014. Donc il y a un outil de financement des équipements publics, qui n'est pas à proprement parler un outil d'opération d'aménagement au sens de la ZAC, puisque c'est un outil qui permet, à chaque fois qu'une opération privée, lancée par un propriétaire ou un promoteur, dès qu'un permis de construire est déposé, de nouer une convention de participation entre la ville et l'opérateur afin de récupérer l'argent nécessaire pour réaliser les équipements publics d'accompagnement. Voirie, groupes scolaires, crèches. On est ici à une échelle assez inhabituelle finalement pour le PUP. On l'a vu, près de 300 000 m² de surface de plancher développée, et donc une participation PUP qui doit venir abonder pour la réalisation des équipements qui ont été présentés. Et donc c'est grâce aussi à ces participations-là qu'on pourra intervenir pour avoir un groupe scolaire innovant, des voiries, je dirais, intelligentes, je ne sais pas, mais en tout cas qui intègrent du mobilier urbain de dernière génération, et donc qui nous donne à nous, villes, la capacité et les ressources pour pouvoir penser la Smart City. Donc le thème d'aujourd'hui, évidemment, c'est celui de l'écoquartier. Dans le cadre du PUP, il aurait été possible de simplement nouer directement avec les différents opérateurs de la zone une convention de partenariat en s'en tenant à, je dirais, la question des participations. Le souhait de la ville, des élus, de monsieur le maire, de madame Limoges, c'était véritablement de donner une ambition très forte à ce quartier, et d'avoir un niveau d'exigence qui soit diffusé à l'ensemble des opérateurs. Rapidement, dans la discussion qu'on a eue avec les services de l'État, il est apparu que la labellisation écoquartier pouvait être un levier pour rassembler les différents acteurs du projet et les conduire à un niveau d'exigence sur leurs bâtiments en matière d'innovation beaucoup plus important. Et donc on a beaucoup travaillé avec les services de l'État, mais aussi l'établissement public foncier qui intervient dans le secteur, ainsi que les promoteurs, pour définir un certain nombre d'attendus qui sont intégrés dans une charte de développement durable qui sera donc signée par les différents promoteurs. Donc on le voit, cette labellisation écoquartier, c'est 20 engagements, c'est beaucoup de sujets à traiter, mais c'est aussi un guide qui permet de traiter les différents sujets, et en particulier la question de l'innovation et la question du numérique. Donc, quelques exemples des sujets aujourd'hui sur lesquels on travaille. Il y a la question de l'énergie, où aujourd'hui il y a une réflexion à l'échelle de la ville de Courbevoie sur le verdissement du réseau de chaleur. Du coup, cette opération est l'occasion de développer des solutions de récupération de chaleur sur les eaux usées. La question du mobilier urbain intelligent qu'on est capable de développer sur l'espace public grâce au système de PUP qui nous donne les moyens de le faire. La végétalisation intensive des toitures, qui est une sorte, je dirais, de signature sur ce quartier, où le maire a exigé, en concertation évidemment avec les promoteurs, mais aussi à la demande des habitants, puisqu'on a vu dans les séquences de concertation qu'il y avait une demande très forte des habitants pour davantage de nature en ville, et il est apparu qu'un traitement ambitieux des 5e façades permettait voilà, de développer des usages sur des espaces qui sont aujourd'hui en ville un petit peu délaissés. Et on y est particulièrement sensible à la défense, puisqu'avec avec les tours, on a souvent des retours d'utilisateurs qui nous disent regardez la vue qu'on a, ces toitures, c'est parfaitement ignoble. Donc on est particulièrement, je dirais, attentif au traitement de ces toits. Voilà, la question du BIM qu'on travaille aussi avec les opérateurs, donc avec un système gradué, je dirais. Il ne s'agit pas d'imposer le BIM à l'ensemble des partenaires. On définit les cibles ensemble.
Aujourd'hui, il apparaît qu'il y a une forme de maturité sur le tertiaire, avec une très forte demande des utilisateurs finaux pour des bâtiments qui sont équipés. Donc, je dirais, en termes de marketing, c'est intéressant aussi pour les opérateurs de développer du tertiaire en BIM. Sur le logement, aujourd'hui, on est encore davantage, je dirais, au début du processus. Donc là, on a travaillé avec les opérateurs pour éventuellement avoir une opération qui soit pilote sur le sujet. Donc voilà un petit peu les grandes thématiques sur lesquelles on a travaillé. Donc, pardon. Voilà la question des toitures que j'évoquais. Le plan masse du quartier, dont on voit la proximité à la gare du Grand Paris. Pour nous, donc, au-delà de l'outil du PUP, de l'importance du partenariat, il y a également eu l'investissement très fort des élus, de Monsieur le maire en particulier, Madame Limoges, auprès des promoteurs, pour que le message passe bien, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le travail en partenariat est certes important, il est nécessaire, c'est ce qui permet d'avoir un projet qui soit réellement partagé, mais il est indispensable aux grandes étapes du projet que les élus qui nous accompagnent, qui s'investissent dans le dossier, puissent veiller à ce que les engagements soient respectés. Et ça, c'est précieux ensuite pour nous, techniciens qui travaillons sur ces opérations, d'avoir un soutien et une présence des élus pour faire avancer ces dossiers avec le niveau d'ambition qui est attendu. En conclusion, je dirais que là, on est sur un quartier donc, qui va être aménagé pendant 10 ans. Donc on est sur du temps long, avec des évolutions technologiques qui sont extrêmement rapides. Donc clairement, le défi, ce sera celui de l'adaptation, d'une veille sur les technologies, et d'une vigilance vis-à-vis d'un écueil qui pourrait être celui d'une galerie d'innovation démodée dans 10 ou 15 ans. Donc avoir une attention, ce qui a été dit en introduction, véritablement à l'usage, à la plus-value des technologies qui sont développées, pour que les choix qui soient faits soient je dirais des bons choix qui correspondent le plus possible aux usages de demain. Et donc parfois ça demande une prudence, voire de se brider sur certains choix technologiques. Voilà.